auront aussi le plaisir de pouvoir le euh, rattraper à un autre moment. Donc c'est un plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Je m'appelle Raphaël Linois, je suis consultant climat chez Magellan. Magellan qui est un cabinet de conseil en stratégie climat et environnementale. On accompagne à la fois les PME et TI sur la construction d'une stratégie climat, qui rentre bien souvent par un bilan de gaz à effet de serre dont on va parler aujourd'hui, mais qui, au-delà de ça, se décline en accompagner les entreprises à se projeter dans un monde bas carbone, avec des échéances telles que 2030, voire même plus loin, 2050. Et on est également aussi sur la formation, aider différentes organisations à développer les compétences vis-à-vis du carbone dans leur contexte. Aujourd'hui, on va parler du secteur du vin, qui est un secteur pour lequel on a un peu travaillé en accompagnement de différents domaines et différents acteurs. Et dans le cadre de ces missions, on a pu interagir avec différents acteurs du secteur et vous allez voir, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous restituer un peu ce qu'on voit comme les grands défis du secteur du vin, des clés pour agir, et tout ça dans le cadre d'un mémo sectoriel que je vais vous présenter dans un instant. Euh, Partons simplement juste du constat qu'aujourd'hui, le dérèglement climatique est là, et pourquoi j'insiste là-dessus. On va voir que pour la vigne française, c'est quelque chose qui est assez particulier. Au niveau global, on parle d'un réchauffement de 1,2 en moyenne. Mais je pense que le chiffre qu'il faudrait qu'on ait en tête aujourd'hui comme toile de fond, c'est si vous ouvrez les rapports du Haut Conseil pour le climat qui sont sortis très récemment, le réchauffement qu'on observe en France est de l'ordre plutôt de 1,9 degré, qui pose tout un tas de problèmes, mais surtout ce constat qu'on est supérieur à la moyenne mondiale, en tout cas dans le réchauffement et dans ses effets. Et je passerai également sur la concentration de CO2 qui caractérise notre époque aujourd'hui. Si vous voulez un rafraîchissement, je vous oriente toujours vers cette étude sur la science climatique qui est en open source comme tous nos contenus sur le site de Magellan, mais qui permet de remettre un peu en contexte ce dont je viens de parler à l'instant. Dans cette transition et ce qui nous attend, tous les secteurs économiques sont concernés à la fois parce que tous les secteurs aujourd'hui en France sont émetteurs de CO2, mais également parce que tous les secteurs sont affectés, et on le verra, le secteur de la vigne et tout le secteur du vin au global est affecté. Donc, c'est dans cette idée-là que nous, chez Magellan, on s'est posé l'objectif de créer des mémos sectoriels pour différents secteurs qu'on aurait pu accompagner et en quelque sorte partager en open source notre compréhension des enjeux aux professionnels de ce secteur. Donc, ce que vous trouverez dans ces mémos sectoriels, c'est un résumé synthétique des principaux enjeux, des exemples concrets avec des témoignages d'interlocuteurs à qui on a parlé, qui prennent le taureau par les cornes, des recommandations pratiques et également toujours une bibliographie pour aller plus loin, creuser vers des ressources qui nous ont aidés, mais aussi qui nous paraissent intéressantes. Alors, aujourd'hui, on va parler du vin, et d'abord, je pense que c'est essentiel de commencer en définissant de quoi on va parler. Et le secteur du vin, c'est vrai que c'est une bonne question parce que, tout comme le secteur du numérique, ce sont des choses qui sont difficiles forcément à borner. Mais concrètement, en France, quand on parle du vin, on parle d'un secteur qui est au niveau même agriculture, c'est 3% de la surface française en agriculture. Donc, ça peut paraître pas grand-chose, 750 000 hectares. Sauf que derrière, c'est 500 000 emplois, directs et indirects. C'est en fait une contribution majeure à la balance commerciale française. C'est par exemple le deuxième contributeur à la balance commerciale française derrière l'aéronautique. Et en termes de produits agricoles, c'est notre premier contributeur à la balance commerciale. Donc derrière tout ça, c'est 4,2 milliards de litres de vin, bon, typiquement produits en 2019. Donc c'est un secteur qui à la fois est important et qui aussi a des effets de bord sur d'autres secteurs. Typiquement le tourisme, c'est le vin, c'est 10 millions de touristes qui viennent dans des caves françaises durant une année. Et on sait que le tourisme est une part importante de notre PIB. Donc, quand on va parler du secteur du vin, on a aussi en arrière-fond les effets de bord et bien évidemment les impacts indirects que peut avoir ce secteur. On s'intéresse, quand on parle d'impact environnemental et d'impact climat, à toutes les activités induites par le secteur du vin. Donc, en fait, ça va de la culture du raisin et donc toute la partie agricole, avec des parties aussi industrielles sur la fabrication de contenants, d'emballages, de mise en bouteille,
de transporteurs qui sont des sous-traitants de transport, de distributeurs et également de comportements de clients qui viennent acheter leurs bouteilles. Mais on a parlé aussi des touristes qui peuvent venir aussi goûter, déguster le vin, l'acheter. Et évidemment, en fin de course, en fait, le vin, c'est aussi tout un tas de déchets. Alors des déchets qui sont à la fois dans la phase d'agriculture, mais aussi en fin de course, qui sont le conditionnement. Tout ça, dans ce périmètre, il y a tout un tas d'acteurs qui interagissent, que ce soit le vigneron, le viticulteur, le distributeur, les industriels, les transporteurs, on en a parlé. Et ce secteur peut s'organiser, c'est intéressant juste de le mentionner, en différents modèles. Alors là, ça n'a pas vocation à être exhaustif, mais on peut voir qu'il y a une diversité de modèles. Donc, une chaîne de vin, typiquement en Bourgogne, ne s'organisera pas forcément de la même façon avec cette chaîne de négoce qu'on peut voir en haut, domaine, négociant, distributeur, consommateur, que typiquement des modèles coopératifs, comme on pourrait le retrouver dans le sud-est ou en Alsace, typiquement. Et en fin de course, on peut voir aussi en bas des filières qui émergent, typiquement via l'e-commerce. On a accompagné un acteur qui s'appelle Le Petit Ballon, qui justement rentre un peu dans cette nouvelle filière de distribution du vin. Donc, ça nous aide aussi à se positionner quand on réfléchit un peu à comment faire bouger sa propre chaîne de valeur. Alors, quels sont les défis climatiques du secteur du vin? C'est le thème de ce webinaire et suite à vraiment notre travail et nos accompagnements des différents acteurs, on en a référencé 4. Le premier étant justement cet impact, on en a parlé, donc en fait, le secteur du vin est émetteur de gaz à effet de serre. Il pose des enjeux, notamment quand on pense à la transition, il a un effort à faire. Mais deuxièmement, en tant qu'activité agricole, il a aussi un rôle, on le verra, dans sa capacité à séquestrer du carbone dans ses pratiques, dans le sol. Et on verra qu'au-delà de ça, il y a bien d'autres enjeux environnementaux qui aujourd'hui sont demandés depuis bien des années au secteur viticole. Et donc, on va voir que aborder cela seulement sous le prisme de l'urgence climatique et du carbone, c'est peut-être pas la bonne façon de faire. Et enfin, on parlera également du fait que, comme toute activité agricole aujourd'hui, peut-être voire même plus, la viticulture est exposée de façon assez critique au dérèglement climatique qui, je le rappelle, est enclenché. La démarche est enclenchée. On a vu que le climat a déjà changé d'1,9 degré en France et le CO2 est un gaz à effet de serre qui reste dans l'atmosphère pendant plusieurs centaines d'années. C'est un changement qu'il va falloir acter, et donc la vigne également. Commençons d'abord par le premier pilier, qui parle du coup des émissions de gaz à effet de serre du secteur. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que, à l'image un peu des domaines qu'on aurait pu accompagner, la mesure de l'impact en gaz à effet de serre, elle se démocratise. Alors que ça soit via la diffusion du bilan GES, bilan gaz à effet de serre, mais aussi des analyses cycle de vie qui, elles, plutôt que de regarder à l'échelle d'un domaine, vont regarder plutôt à l'échelle d'un produit, typiquement une bouteille de vin, un millésime. Ces émissions, elles commencent à être les émissions induites, qu'on appelle vraiment sur toute la chaîne de valeur, elles commencent à être connues. Typiquement, on sait aujourd'hui qu'une bouteille de vin, alors il y a différents types de vins, on va trouver qu'une bouteille, elle émet entre 1 et 2,5 kg de CO2 sur toute sa durée de vie, avec une moyenne aux environs de 1,5 kg. Donc si je suis sur un vin rouge ou un champagne, j'aurai bien évidemment pas la même empreinte carbone, mais on reste globalement dans cette fourchette. Plus intéressant, je pense que ce chiffre absolu, c'est que la répartition des émissions dans la chaîne de valeur du vin, elle commence aussi à être connue. Vous pouvez lire des rapports, des ACV qui sont publics, mais aussi des rapports des interprofessions. Aujourd'hui, on commence à voir, et les domaines le savent, qu'en fait, l'impact, il est essentiellement en gaz à effet de serre sur 3 domaines. Sur le conditionnement, donc la fabrication du verre par les industriels. Il est dans le transport, pour acheminer les bouteilles jusqu'au centre de centre-ville, par exemple, où sont consommées et achetées les bouteilles. Et troisièmement, à la vigne, avec les pratiques agricoles. Ça, donc les leviers pour décarboner les bouteilles sont aussi bien connus, puisqu'une fois qu'on a cette image-là, les leviers commencent à être assez clairs. C'est-à-dire que si la filière du vin veut se décarboner, in fine, en fait, la filière n'aura pas le choix autre que de s'attaquer, par exemple, aux contenants en verre. Penser, par exemple, alors des contenants alternatifs comme le vrac, le bag-in-box, etc., qui sont des choses qui ont été explorées, mais aussi, typiquement, alléger les bouteilles, incorporer plus de calcin, du verre recyclé dans les bouteilles, et évidemment, peut-être encore un peu plus pimenté dans l'approche, le verre consigné. De la même façon,
le secteur ne pourra pas se décarboner s'il ne repense pas la façon dont il dépend du transport et de la distribution, notamment en se reposant sur un transport à énergie fossile. Donc, ça peut passer par des choix et des réflexions pour réduire la distance, typiquement via des circuits courts, mais aussi réduire l'intensité carbone du transport, par exemple avec du fret modal qui serait via le train, le fluvial et le multimodal. On peut aussi penser à des modèles typiquement de rallonger les temps de livraison, puisque basculer sur ces modes de fret prendrait plus de temps et éventuellement, du coup, ça demande une réadaptation de toute la filière à cet enjeu temps. Et enfin, je pense que le secteur ne pourra pas se décarboner si, in fine, les pratiques vitivinicoles elles-mêmes ne sont pas repensées à l'aune du bas carbone, donc que ce soit vis-à-vis de ces intrants. On peut penser aux engrais et aux produits phytosanitaires, mais typiquement dans les engrais, on n'est pas seulement dans un intrant qui est carboné pour sa fabrication, mais également émissif en protoxyde d'azote, notamment quand il est épandu. On parle aussi de mécanismes aujourd'hui dans l'agriculture qui sont, ou en tout cas de pratiques et de modalités qui sont très dépendantes de la mécanisation. Donc, qu'est-ce que le secteur va faire vis-à-vis de cette énergie fossile, de cette dépendance de toute sa machinerie pour adresser le sujet? Et enfin, un usage optimisé des immobilisations, puisque aujourd'hui, le secteur dépend aussi de beaucoup d'infrastructures, que ce soit des bâtiments, des cuves, des machines, qu'il s'agit aujourd'hui d'amortir un maximum sur le temps, puisque, on le rappelle, la fabrication de tous ces équipements émet beaucoup de CO2, et donc plus on va les faire durer dans le temps, les entretenir, plus on va amortir cette empreinte carbone dans le temps, dans l'objectif, encore une fois, de réduire les émissions absolues de CO2. Alors, ce qu'on comprend ici, c'est que, évidemment, dans le secteur du vin, peut-être plus qu'ailleurs, il y a de nombreux verrous qui sont de l'ordre systémique, c'est-à-dire des choses qui sont collectives, qui ne sont pas forcément du ressort individuel d'un domaine. Et on le voit notamment quand j'ai accompagné différents domaines qui sont là à faire leur plan d'action. On voit qu'il y a des choses qui sont directement actionnables par le domaine, mais bien des choses qui les dépassent en termes d'action directe et qui sont plutôt de l'ordre d'influence. Typiquement, voilà, un domaine peut agir directement sur les étapes ou en tout cas sur certains procédés à la vigne ou au chai, mais quand on pense au conditionnement, typiquement, là, on parle vraiment de décisions qui sont propres à l'industriel qui va fabriquer le verre. Donc, il y a à la fois des décisions sur l'énergie que va utiliser cet industriel, quelle part de calcin il va utiliser dans la fabrication de son verre, et également, en fin de chaîne aussi, et on voit là aussi l'aspect systémique, c'est sortir d'un contenant en verre standard tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça dépend aussi de l'acceptation des consommateurs, mais aussi de la réglementation qui porte, par exemple, sur ce vignoble. Le transport, c'est pareil. C'est quelque chose, l'énergie que va utiliser le transporteur, la motorisation, l'optimisation, etc., ce sont des choses qui sont du ressort du transporteur, qui sont aujourd'hui difficilement actionnables, notamment pour des petits domaines. Donc ça, ces verrous collectifs, globalement, on peut résumer ça, en fait, que ça ralentit, mais drastiquement, la progression du secteur sur la réduction de son empreinte. Encore une fois, je le rappelle, l'objectif, c'est pour contribuer à la neutralité carbone, de réduire les émissions absolues. Et donc, ce frein, il est d'autant plus critique qu'il y a urgence à agir. Pour la viticulture, aujourd'hui, le référentiel qu'on utilise souvent dans la discussion avec les acteurs, c'est la SNBC, donc la Stratégie nationale bas carbone, qui part d'un principe du coup de budget carbone à l'échelle française et du coup à l'échelle sectorielle, qui dit concrètement qu'en fait, d'ici 2030, il faudra réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture d'environ 15%, et en 2050, de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre. Ça, concrètement, si on se projette en 2030 étant vraiment dans 7 ans, un horizon de temps très concret, ça veut dire une réduction, un rythme de réduction de 2% par an. Donc ça, c'est souvent un premier benchmark qu'on peut se mettre en tant qu'acteur agricole, mais par exemple qu'on peut utiliser dans la viticulture également. D'autres acteurs se sont emparés de cette logique de budget carbone et de trajectoire. Par exemple, l'interprofession des vins de Bourgogne, elle, a fait une vaste étude sur l'estimation de son empreinte carbone et c'est également donc donné une trajectoire. C'est dit, OK, nous, on veut atteindre un seuil d'émissions incompressible à la même manière qu'au niveau national et mondial, on vise un seuil incompressible d'émissions en 2050 qui serait neutralisé par la séquestration. Ici,
Le BIVB, avec son programme Objectif Climat, s'est dit, d'ici 2035, nous, on va atteindre un seuil incompressible de 150 000 tonnes. Ça veut dire une réduction de 60% de nos émissions. Et si je le remets en rythme annuel, à comparer peut-être avec le rythme de la SNBC, ça veut dire un rythme de 4% par an. Donc là, on est sur un rythme avec un horizon temps qui est encore plus proche, qui est peut-être du coup un peu plus rapide que la SNBC. Pour y parvenir, le BIVB, très simplement, aujourd'hui, donc ils ont fait une annonce et ils se sont réunis en juin. Ils vont mettre à disposition en fait tout un catalogue de leviers d'action pour justement aider le collectif à aller plus vite. Donc, ce catalogue, il contient 41 leviers d'action, par exemple développer la circularité, mais de façon plus intéressante, il développe surtout ces leviers d'action en actions concrètes. Il détaille concrètement avec des retours d'expérience, voilà ce qui est possible de faire dans ce type de levier d'action. Et donc, la démarche du BIVB a vocation du coup à accélérer en mettant en place, du coup, en diffusant les retours d'expérience et ces leviers pour vraiment rendre ça accessible et démocratiser ces leviers d'action, lever justement cet obstacle de connaissances, voire même de travail à faire quand on fait un accompagnement de bilan carbone et de plan d'action, de recherche, mais aussi en recrutant un animateur qui, du coup, le BIVB prend ce rôle de chef d'orchestre et de mise en relation pour justement accélérer le secteur. Et quand je dis secteur, ce qui est intéressant, c'est que le BIVB ici réfléchit plus globalement et met ce catalogue à terme, ou en tout cas vise à le rendre disponible à tous les acteurs du secteur vitivinicole en France. Donc, ce n'est pas seulement sur le vignoble bourguignon. Maintenant, comme je l'ai dit en introduction, le secteur du vin a aussi une activité donc profondément agricole et donc un rôle aujourd'hui dans la séquestration du carbone dans le sol. On va en parler tout de suite. Donc, encore une fois, l'activité vinicole, on l'a vu, induit des émissions, mais elle a aussi, dans son ADN, la capacité de séquestrer du carbone dans le sol. Là, l'INRA, en fait, estime aujourd'hui que la vigne est une des cultures qui, on le rappelle, c'est une monoculture, hein, est une culture qui, aujourd'hui, stocke en moyenne en France assez peu de carbone par rapport typiquement à des vergers, des prairies, des forêts. Ça s'explique de différentes raisons, notamment le fait qu'il y ait peu de biomasse. Sur une parcelle de vigne, il y a peu de biomasse par rapport à une forêt, peu de restitution de carbone dans le sol. Cela étant dit, ce que l'INRA nous dit, c'est que la vigne, elle dispose d'un potentiel assez significatif. Encore une fois, parce que ce taux de matière organique et cette biomasse présente sur la vigne est aujourd'hui sous-optimisée. Elle est assez faible et l'INRA estime qu'en fait, elle pourrait augmenter du coup cette séquestration de l'ordre de 3,7 par 1000 par an. Donc, ça veut dire 0,37% par an. Ça, c'est l'estimation du coup du potentiel supplémentaire de séquestration de la vigne. Et ça ne sera jamais de trop. Quand on reprend la SNBC, on rouvre la SNBC et on voit qu'en fait, la SNBC non seulement nous demande de réduire à l'échelle française nos émissions territoriales de 80%, mais elle nous demande aussi de multiplier par 6 notre capacité de séquestration. Donc, ça ne sera jamais de trop, sachant que dans le plan de la SNBC, les grandes cultures contribueront à la séquestration carbone, donc cet objectif de x6, de l'ordre de 10 à 15% de cet objectif. Donc, tout est bon à prendre. Et quand on mentionnait ce chiffre de l'INRA de 3,7 pour 1000 par an, ça rejoint de façon assez intéressante le référentiel 4 pour 1000, qui justement fixait un cap, donc le ministère de l'Environnement et de l'Agriculture ont développé ce chiffre qui permettrait aujourd'hui de largement neutraliser nos émissions de gaz à effet de serre si tout le secteur de forêt et agriculture contribuait à une augmentation de plus 4 pour 1000 de séquestration carbone par an. Plusieurs pratiques aujourd'hui sont connues pour augmenter la capacité de séquestration. J'en mentionne quelques-unes ici, mais notamment restituer cette matière, ou en tout cas de la matière organique au sol, l'enherbement, l'apport de matière organique autre, donc exogène, qui ne serait pas forcément de la parcelle, comme le premier exemple des sarments, l'agroforesterie, donc la combiner l'étagement, utiliser du coup des arbres au milieu des vignes, aussi dans les espaces adjacents, incorporer des haies, et également des méthodes un peu plus innovantes comme les biochars. Encore une fois, ce paysage n'a pas vocation à être exhaustif, mais montre ici que les leviers sont assez connus aujourd'hui pour augmenter la capacité de séquestration d'un sol, et là, appliqué à la viticulture. L'INRA, encore une fois, nous parle du fait que l'enherbement, c'est aujourd'hui le principal levier à court terme pour un domaine s'il veut augmenter sa capacité de séquestration. En l'occurrence, l'INRA l'estime à un stockage additionnel qui pourrait être de
plus 182 kg de carbone par hectare par an. Ça correspond à environ 600 kg de CO2 par hectare par an. Et si je remets ça à un rendement typiquement de 53 hectolitres par hectare, typiquement, ça pourrait représenter, ce calcul a été fait par l'INRA, ça pourrait représenter environ 10% de l'empreinte carbone, donc on parle encore d'émissions induites d'une bouteille. Pour calculer la séquestration carbone de ces pratiques et de ces modalités agricoles, il y a toute une diversité d'outils aujourd'hui qui existent, certains qui sont pour la plupart gratuits, qui sont développés par des acteurs de la recherche, mais aussi des acteurs privés. Vous pourrez au passage dans le mémo sectoriel retrouver une fiche sur chacune de ces méthodes, si ça vous intéresse, qui utilise différentes approches pour estimer justement cette restitution de carbone au sol. Mais je passerai là-dessus. Ce qui est plus intéressant, c'est que je vous parle par exemple d'un domaine qui a mis en place une de ces méthodes. Là, en l'occurrence, c'est Michael Bourrassol dans le Gard, qui a mis en place la méthode MERCI pour estimer justement l'impact de ces pratiques. En l'occurrence, lui, il a mis en place un couvert végétal depuis 8 ans, sur 57 hectares, et grâce à cette méthode MERCI, il a pu estimer qu'en fait, il a augmenté sa séquestration carbone de l'ordre de 1,3 tonne de CO2 par hectare par an. Ça, je dirais, c'est le symptôme. Mais si on revient un petit peu dans la chaîne, on voit bien qu'en fait, lui, il a suivi son taux de matière organique, et son taux de matière organique, en l'espace de 8 ans, il l'a fait augmenter de 0,5%. À terme, et là je parle vraiment à terme, puisqu'on verra que le label bas carbone aujourd'hui dans la viticulture, il n'est pas encore sorti, mais à terme, on estime que ces pratiques pourraient générer des revenus complémentaires pour les agriculteurs, mais en l'occurrence pour les viticulteurs également. Le label bas carbone aujourd'hui n'existe pas pour la viticulture, puisqu'aujourd'hui, il y a des enjeux sur la méthode qui s'appliquerait à différents types de cultures, de valoriser le travail fait par des domaines, par exemple, avec des pratiques qui auraient été déjà vertueuses et dont le potentiel, je dirais, marginal de séquestration carbone supplémentaire est bien moindre qu'un domaine qui partirait, par exemple, de plus loin. Donc, si on prend un prix de carbone aujourd'hui moyen sur les autres méthodes du label bas carbone, en grande culture ou dans l'élevage, à 40 € la tonne, en fait, on pourrait estimer que pour un viticulteur, aujourd'hui, ça pourrait représenter 60 € par hectare par an en revenus supplémentaires. Mais demain, si je me projette encore une fois sur cet horizon 2030, cette date un peu symbolique qui ressort dans l'horizon temps, encore à 7 ans, l'Union européenne nous dit le bon niveau du prix de la tonne de carbone serait de 250 €. Et bien, dans ce scénario, si on fait un calcul très simple, on pourrait estimer que du coup, ça pourrait représenter des revenus supplémentaires de 350 à 400 € par hectare par an pour les agriculteurs. Il est important de mentionner ici que je ne parle pas des coûts associés à la mise en place de ces pratiques, puisqu'évidemment, par exemple, si on revient à l'exemple de Michael Bourrassol, qui a mis son couvert végétal, la mise en place de couvert végétal, bien évidemment, ça peut impliquer des coûts supplémentaires de mécanisation et également aussi des coûts d'opportunité en réduisant son rendement, les différentes études montrent quand même qu'il y a une baisse de rendement, surtout dans les premières années. Donc, il faudrait prendre en compte ces deux aspects-là pour, en effet, les déduire par rapport aux revenus complémentaires. Mais cela étant dit, maintenant qu'on a vu ça, on voit très bien que ça ne doit pas ralentir les efforts de réduction des émissions induites. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je le rappelle, on a vu qu'à l'échelle d'une bouteille, mais aussi à l'échelle plus globale d'une chaîne de valeur du vin, on ne pourra séquestrer qu'une infime partie de ces émissions induites. Même en poussant tous les leviers, on voit que 90% des émissions induites seront émises. Donc ici, vous pourrez aller voir les détails de ce calcul. On estime justement qu'au maximum, je l'ai mentionné, 10% des émissions pourraient être séquestrées via des pratiques avec les différents leviers qu'on a mentionnés. Ça m'amène à notre troisième chapitre où j'aurai le plaisir d'intervenir avec deux personnes de Pour Agriculture du Vivant. Le monocritère carbone, on le comprend, ce n'est pas forcément la meilleure manière d'aborder les choses, puisque aujourd'hui, le secteur du vin, et de façon historique, est confronté à bien d'autres enjeux environnementaux. On peut parler notamment de l'eau, dans sa qualité, dans sa quantité, mais aussi la biodiversité. Je rappelle, c'est vraiment la vague de fond. On parle de 6e extinction de masse, notamment les insectes pollinisateurs. Mais on parle aussi d'enjeux environnementaux sur le sol. La qualité du sol, aujourd'hui, est un enjeu critique pour pas mal de cultures, pas mal de monocultures, dont la vigne. Et enfin, d'autres enjeux qui affectent aussi la santé humaine, mais la qualité de l'air, typiquement, sont d'autres enjeux pour le secteur du vin, environnementaux. Aujourd'hui,
pour élargir un peu le scope carbone, bien évidemment, il y a les analyses cycle de vie. Je les ai mentionnés au début, qui sont utilisées notamment pour mesurer les gaz à effet de serre, mais pas que. C'est-à-dire que l'analyse cycle de vie est une méthode qui permet d'élargir son focus et la focale à d'autres enjeux. Typiquement, là, ce que nous dit une analyse cycle de vie qui a été faite sur le vignoble Beaujolais et Bourguignon, c'est qu'on retrouve encore nos trois amis qui sont le conditionnement, la distribution, transport et la viticulture, qui contribuent à peu près les trois à beaucoup des enjeux, type émissions de particules, d'émissions de ressources minérales. Mais on observe aussi quelques apprentissages en faisant une ACV. C'est qu'on voit que typiquement la viticulture, elle participe également à l'émission de particules, que ce soit via l'utilisation de soufre, que ce soit via la combustion d'énergie fossile lourde, qui, avec les rayons UV, se transforment en ozone photochimique, sont des choses qu'on apprend également en faisant une ACV, qui vont au-delà du carbone. Et de la même manière, chose qu'on n'aurait peut-être pas vu en faisant un bilan carbone, typiquement, c'est la contribution de la vinification à la consommation d'eau, qui est disproportionnée par rapport à sa contribution aux autres impacts. Donc ça, c'est ce que va nous permettre de voir une ACV. Mais on comprend là que ce n'est pas forcément très opérationnel pour un domaine, et justement, ça n'est pas forcément relié à des pratiques agronomiques. Et encore une fois, ça ne nous parle pas non plus de la séquestration carbone. Donc ça, ajouté au fait qu'aujourd'hui, le choix des pratiques dont on a parlé pour l'atténuation et la séquestration, ce sont des enjeux profondément agronomiques qui ont aussi des dynamiques bien plus complexes que ce qu'on aurait pu voir jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que dans l'exemple d'un enherbement comme Michael Bourrassol, l'enherbement, ça peut avoir des effets positifs, typiquement améliorer la qualité du sol, lui apporter de la portance, ramener de la vie organique et microbienne dedans, mais on peut aussi anticiper et voir, alors, les témoignages sont nombreux, mais parfois une augmentation du coût de la mécanisation et en fonction de la pluviométrie, aussi risquer de concurrencer par exemple la vigne. Si une fois qu'on a couché notre couvert végétal, il n'y a pas de pluie, en fait le couvert végétal ne captera peut-être pas, ou en tout cas n'aidera pas à capter de l'humidité au sol et aura, pour pousser par exemple, concurrencer d'autant plus la vigne. Tout cela, ça nous amène à demander d'autres indicateurs plus larges pour à la fois capter justement le fait que les enjeux environnementaux sont bien plus nombreux que le carbone et que les dynamiques des actions qu'on va prendre sont complexes à modéliser et du coup demandent des indicateurs qui permettent d'avoir une vision globale là-dessus. Donc heureusement, il y a certains outils qui permettent de faire ça et ça va me permettre de passer la main à Florence et Léa qui normalement nous ont rejoints. Oui, on est là, Léa, effectivement. Je ne sais pas si on ouais. peut activer notre caméra pour que vous nous voyiez, ou sinon, c'est pas grave. Alors, je vais voir si c'est possible de vous permettre de faire ça. Et sinon, pendant ce temps-là, on peut rapidement peut-être se présenter, Léa et moi. Ouais. Bonjour à tous, donc Léa Lugassi, moi je suis responsable scientifique au sein de Pour une agriculture du vivant, qui est une association qui a été créée il y a 5 ans et qui accompagne les filières, et notamment les filières viticoles, dans la transition agricole. Et donc moi, je travaille aussi au sein de l'association Pour une agriculture du vivant, et notamment avec une petite spécialité sur la viticulture. Donc, on va vous parler, alors tant pis pour la vidéo, on va donc vous parler aujourd'hui en fait, du lien. Finalement, tu l'as bien dit, Raphaël, le carbone est une porte d'entrée, est une clé d'entrée importante. Ça tombe bien, carbone, un synonyme, en tout cas en agriculture, c'est matière organique. En général, on parle de la même chose quand on parle de l'un et de l'autre. Et donc, pour le coup, la matière organique, c'est vraiment la clé d'entrée vers une lecture agroécologique du système, du vignoble, de la ferme en général. Et donc, avant de vous présenter l'outil, l'indice de régénération qu'on a créé justement pour apporter cette vision systémique, si vous pouvez passer peut-être d'une diapo, Ouais. juste vous donc, bien rappeler pourquoi finalement la matière organique, ça peut être une clé d'entrée. Tout simplement parce que en fait, si on apporte 1 kilo de sarment sur un sol et qu'il n'y a absolument rien dans ce sol de vivant, alors ce qui n'arrive que de manière très exceptionnelle, mais disons que s'il y a très peu de vie dans le sol, cette tonne de sarment, elle deviendra rien. Elle ne deviendra pas de la matière organique, elle apportera rien finalement au sol. Et donc, c'est vraiment la vie qu'il y a dans le système, dans le sol et au-dessus du sol, qui fait qu'on a ce côté fonctionnel, que
le kilo de sarment devient de la matière organique qui retient de l'eau, qui retient des éléments nutritifs. C'est parce qu'on a quelque chose qui protège le sol qu'on va avoir des champignons qui vont apporter aussi à la vigne tout un tas de choses. Et c'est vraiment cette vision systémique autour du vivant qu'on a voulu matérialiser dans un outil qui soit très opérationnel, qui parle aux agriculteurs, puisqu'on l'a construit notamment avec des agriculteurs, des viticulteurs là en l'occurrence pour l'IR viticulture, des techniciens, des bons connaisseurs, on va dire, de la vigne et des vignobles, et derrière des acteurs des filières. Cet indice de régénération, sa vocation première, et je dirais ce qu'il est à peu près le seul outil à faire aujourd'hui, je pense à ma connaissance, c'est de faire vraiment ce lien entre l'agronomie et derrière la valorisation auprès des acheteurs, qu'on soit en filière longue ou courte. C'est vraiment sa vocation, c'est d'être ce maillon qui permette de faire communiquer les besoins terrain, les problématiques de production, et derrière le besoin de valoriser qu'on est en transition, qu'on fait déjà des choses bien ou qu'on est en train d'améliorer son système. Donc, on l'a construit sous forme d'une note sur 100. En général, le plus important n'étant pas la note, on essaye de pas du tout avoir une vision très scolaire des choses, mais au contraire, d'acter un point de départ. Chaque système a souvent des points forts et des points faibles qui sont différents suivant les typicités de chaque terroir. Et l'important surtout, c'est de progresser. Et l'indice de régénération vient vraiment apporter cette réflexion en discussion avec le viticulteur, cette photo de son système à un temps T, et de pouvoir poser sur la table des idées d'amélioration du système, toujours en faisant le lien avec la problématique de production. Et donc, ce score sur 100, il se décompose tel que vous pouvez le voir sur cette diapositive. Donc, 4 premiers indicateurs qui sont vraiment liés au sol et à sa régénération, où on va venir regarder l'intensité de travail du sol, donc on va chercher à la diminuer, que ce soit sur le travail du cavaillon ou entre les rangs de vigne. On va aussi regarder l'intensité de la couverture du sol. Et là encore, en ayant une vision très, je dirais, on va dans le détail et on n'est pas prescriptif, on ne va pas imposer quoi que ce soit, mais on va regarder quelle est la stratégie mise en place par l'agriculteur en termes de gestion de l'enherbement, en termes d'implantation de couverts, de sursemis d'enherbement avec des couverts, tout un tas de choses, de paillage, de broyage, de destruction de ces couverts, mais qu'on va maintenir sous forme d'un mulch ou d'un paillage au sol, justement pour, suivant l'endroit où on est en France et le contexte pédoclimatique, pouvoir jouer sur, à certains moments de l'année, quand c'est pertinent, des plantes vivantes, à d'autres moments plutôt des plantes mortes qui vont faire mulch, etc. On a évidemment un cycle qui est très important et qui fait le lien avec ce webinaire sur le cycle du carbone. En réalité, 2 indicateurs. Un qui va venir quantifier chaque année combien de tonnes de carbone sont restituées en moyenne par hectare de vignoble. Bon, là, on va regarder aussi bien ce qui vient de la gestion des enherbements, la biomasse qu'ils ont pu produire ou des couverts végétaux cultivés sur les interrants, éventuellement sur le rang, la gestion des sarments, etc. Et puis, et évidemment des effluents organiques qu'on peut apporter. Et un autre indicateur qui va là être plus un indicateur de résultat basé sur les analyses de sol existantes dans le vignoble pour regarder où en est le taux de matière organique, toujours rapporté au taux d'argile sur le vignoble. Qui là va nous donner, si on est déjà bon, ça veut dire que depuis longtemps, on maintient un bon état, on entretient la vie du sol qui maintient un taux de matière organique important. Mais si on n'est pas encore bon, ça va donner aussi un potentiel en fait d'amélioration. Et on va toujours regarder en parallèle avec les entrées annuelles de carbone qui, elles, vraiment évoluent chaque année sur la base des pratiques, des choix techniques du viticulteur. Et enfin, les formes de fertilisation azotée pour de plus en plus parvenir à faire rentrer l'azote dans le vignoble sous une forme organique via des apports, mais aussi beaucoup via des légumineuses qu'on va pouvoir notamment travailler via l'implantation de couverts. Ensuite, on a une partie sur vraiment plutôt la santé de la plante, de la vigne en l'occurrence, où on va regarder notamment le volet de la gestion phytosanitaire, aussi bien sur un indicateur de résultat, donc l'indice de fréquence de traitement qu'on va toujours comparer à la référence pour la région viticole dans laquelle est le viticulteur. On va regarder aussi bien au niveau des herbicides que des insecticides et fongicides. Donc vraiment pour pouvoir potentiellement envisager des leviers d'amélioration sur ces 2 volets qui, techniquement, agronomiquement derrière, ne sont pas du tout adressés de la même manière. Et puis, on va regarder plus globalement la stratégie, les pratiques qui sont mises en place par l'agriculteur pour réduire le besoin en intervention
qui vaut aussi en bio. Il y a aussi un intérêt des fois à faire plus de préventif que de curatif aussi dans des systèmes sans phyto classiques, on va dire. Donc ça vaut 15 points. Et ensuite, on passe à la partie, le petit cercle en vert, qui est donc les indicateurs liés à la biodiversité et à l'agroforesterie, où là, on va venir notamment regarder quelles sont les strates, enfin, la diversité dans les différentes strates du vignoble, pour essayer vraiment d'avoir de la diversité aussi bien au niveau de l'enherbement ou des couverts, dans une optique notamment de favoriser les auxiliaires qui vont pouvoir servir à réguler certains ravageurs pendant la campagne, l'année, mais aussi autour du vignoble. Ça peut être la présence d'arbres, la présence de haies, une éventuelle stratégie agroforestière dans le vignoble, ou voilà, le maintien d'éléments de diversité de ce type-là. Et on va aussi avoir une approche plus, on va dire, quantitative, où on va venir quantifier la quantité d'infrastructures de biodiversité fonctionnelle sur le vignoble. Et enfin, un dernier point qui est important, 5 points sur l'implication du viticulteur dans la transition de son système, et notamment est-ce qu'il se forme à l'agroécologie, est-ce qu'il participe à des journées techniques, à des groupes d'échange, des progrès, un GI2 par exemple, ou ce genre de type de dynamique qui fait que quand on n'est pas tout seul avec ces questionnements et qu'on partage en réseau, ça peut aller plus vite et voilà, on peut progresser plus rapidement. Donc tout ça fait un score sur 100. Et donc potentiellement aujourd'hui, un viticulteur qui a un score de 45, de 50 peut baser des contrats. S'il y a un acheteur derrière qui est engagé dans cette démarche avec l'indice de régénération, il peut valoriser sa production à travers des contrats qui peuvent être qui sont plus valorisants avec des primes notamment pour récompenser ce bon niveau atteint ou engagement dans une démarche de progrès. Florence, du coup, va prendre la suite pour vous présenter concrètement, dans la diapo d'après, l'exemple d'un viticulteur qui a engagé son verger dans une belle trajectoire, son vignoble, pardon, dans une belle trajectoire. Effectivement, moi, je vais vous parler de Victor Moreau, qui est un agriculteur ambassadeur du mouvement, donc il m'excusera, je vais parler à sa place et probablement un peu moins bien que lui. Mais effectivement, c'est un agriculteur pionnier, qu'on appelle pionnier, parce qu'il déploie des pratiques agroécologiques à large échelle sur l'ensemble de son vignoble, et ça depuis quelques années, donc avec un petit retour d'expérience qu'on a souhaité vous partager. Tu peux passer, ouais. Donc, voici sa trajectoire en fait de transition avec finalement quand il a repris la ferme, c'était en 2012, avec une conduite plutôt classique pour le vignoble saint-émilionnais, avec des parcelles avec du travail du sol et des parcelles avec un interrang enherbé et généralement une pratique du coup de désherbage par herbicide sous le rang. On a simulé son indice de régénération à cette période. Du coup, avec ses pratiques sous le rang et sur l'interrang, on estime qu'il aurait été en 2012 à un indice de régénération de 36 sur 100, donc avec un taux de couverture du sol notamment. Donc, Léa vous l'a présenté, indicateur qui compte beaucoup dans la note, la partie couverture du sol, travail du sol, etc. Donc, avec des taux de couverture plutôt moyens, des restitutions carbonées plutôt faibles aussi, essentiellement dues à la présence d'un enherbement sur certains des interrants, estimés à 2 tonnes de carbone par hectare. Une autre étape dans sa transition, finalement, c'est 2016, avec un passage en bio. Et donc, avec, du coup, progressivement, le remplacement, en tout cas, d'un travail, notamment d'utilisation d'herbicides, notamment sous le rang, par un travail du sol. Et donc là, rapidement, on voit que finalement, sa note se dégrade un petit peu, et notamment avec cette introduction du travail du sol un peu plus systématique, puisqu'on n'a plus la chimie en outil pompier pour lutter notamment contre l'herbe, notamment sous le rang, qui crée une concurrence un peu importante à la vigne. Et ensuite, donc après, il y a eu tout un processus de 2016 à 2022, mais pour arriver en 2022-2023, effectivement, avec une réflexion sur le travail du sol, donc avec désormais des interrants qui sont moins travaillés, un interrant qui est désherbé mécaniquement toujours, mais des interrants permanents et semés pour avoir une couverture végétale quasi toute l'année. Donc, il y a eu un travail de fait effectivement sur la partie phyto avec le passage en bio. Et on voit aussi qu'il y a eu des apports massifs de matière organique dans les vignobles,
qui monte à 6,5 tonnes de carbone par hectare. Et si on le découpe en 2022, parce qu'on a le détail, la part de ces entrées de carbone sont essentiellement dues aux apports de matières organiques exogènes, qui sont du broyat, de branches, des déchets verts, etc. Avec des apports qui sont assez conséquents, de plusieurs tonnes par hectare, qui viennent finalement monter cette nourriture apportée au sol et potentiellement ces entrées de carbone dans le système. Ensuite, on avait une dernière slide, mais Léa en a un petit peu parlé. L'indice de régénération, il a un peu deux branches. C'est à la fois un outil de dialogue entre agriculteurs et techniciens pour identifier les leviers de progression agronomique sur un vignoble, mais c'est aussi et surtout un outil de dialogue au sein des filières pour finalement venir sécuriser l'agriculteur dans sa transition en apportant une réponse économique, soit par des contrats filières, Léa le mentionnait, effectivement. L'indice de régénération permet de rendre visibles les efforts faits par l'agriculteur et donc d'accéder finalement à des contrats plus rémunérateurs. Et après, on travaille plus largement aussi à faire en sorte que l'indice de régénération puisse être aussi cette boussole qui permette d'accéder à tout un tas d'autres mécanismes, de financement public et privé pour venir, encore une fois, apporter chacune une des briques finalement du modèle économique de la transition pour que l'agriculteur n'ait pas à porter seul cette prise de risque économique et qu'il soit bien sécurisé à travers un écosystème public, privé, ou peu importe, mais qui viennent combler les surcoûts liés à la transition, parce qu'il y en a, et Raphaël l'évoquait aussi tout à fait, c'est une démarche qui prend du temps, qui implique des risques forcément, une maîtrise technique qui n'est pas toujours en place, parfois aussi des fluctuations de rendement, etc. Donc toutes ces choses qu'il faut prendre en compte et qu'il est pas pensable de faire porter à l'agriculture seul. Et j'ajouterai un dernier mot sur l'indice de régénération, puisque c'est un outil qu'on a voulu open source et libre d'accès. Voilà, cet outil, tout le monde peut le tester, qu'on soit viticulteur ou intéressé dans une filière, sur agroécologie.org. L'outil est en simulation, donc en sélectionnant bien l'option viticulture, et vous pourrez simuler votre vignoble ou un vignoble imaginaire et voir un peu à quoi ressemble cet outil, et vous projeter sur son utilisation, que ce soit plutôt côté terrain avec les viticulteurs ou en valorisation en filière. Voilà. Merci beaucoup Léa et Florence, c'est très intéressant et je pense que ça rejoint vraiment le terme qu'on avait défini dans une des slides de boussole, et c'est pour ça que ça me paraissait vraiment important de parler de cet indicateur qui remplit, je dirais, à la fois ce rôle de boussole individuelle pour un viticulteur, mais aussi de tisser le lien sur, on l'a vu, cette chaîne de valeur qui ne peut pas être adressée de façon simplement individuelle, mais de façon systémique. Et donc, ça me paraissait vraiment important de parler de ce genre d'indicateur qui, encore une fois, rejoint aussi des logiques d'open source, de démocratisation qui sont très vertueuses à l'image des pratiques vers lesquelles elles orientent. Tout cela, donc, du coup, défend une agriculture, je pense que Léa et Florence ont utilisé des termes qui vont autour de ça, mais de conservation, on peut même parler de régénération. Et je parlerai du dernier sujet d'aujourd'hui, qui est, au fond, on a parlé des trois moyens, ou en tout cas 3 vecteurs dans lesquels le secteur du vin va devoir réduire son impact, et en tout cas contribuer. Il y a aussi une autre dimension qui est le fait que la vigne aujourd'hui, tout comme tout secteur agricole, est particulièrement vulnérable au dérèglement climatique. Et du coup, se pose la question, mais au fin de compte, toutes ces démarches, est-ce qu'elles me positionnent de la bonne manière vis-à-vis de la réduction de la vulnérabilité ? Rappelons d'abord que les vignes, elles sont vulnérables pour différentes raisons. C'est-à-dire que d'abord, leur vulnérabilité, elle vient du fait qu'on est de plus en plus exposé aux aléas climatiques. Là, dans les aléas climatiques, on peut déjà distinguer tout ce qui est graduel. On l'a vu, l'augmentation de la température, les températures augmentent et la pluviométrie, on le verra, le bilan hydrique baisse. Mais à côté de ça, il y a aussi cette réalité qui est que les aléas ponctuels extrêmes se font de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents. Donc, la viticulture, aujourd'hui, elle doit jouer avec ces 2 paramètres-là. Ces paramètres se combinent dans le sens où, là, je prends l'exemple du bilan hydrique, mais par exemple, si je prends le sud de la France, aujourd'hui, le vignoble du sud de la France combine à la fois les effets du coup de la baisse des précipitations et de l'augmentation de l'activité photosynthétique. Donc, qui dit ça, dit augmentation de l'évapotranspiration. Du coup, ce qui provoque un bilan hydrique
négatif pour la vigne qui, du coup, doit réduire son rendement et sa capacité à produire du vin. La vulnérabilité, on la voit aussi dans la vigne par le fait que la vigne, c'est une culture qui est particulièrement sensible à ces aléas climatiques. À la fois sur la qualité, on peut parler justement de ses qualités œnologiques, on va parler du taux d'alcool, de l'acidité, mais aussi même d'un point de vue vraiment terre à terre, son rendement et sa santé à la plante. C'est une plante qui est très sensible à ces enjeux-là pour ces deux raisons. Je vais prendre quelques exemples, mais dans les phénomènes qu'on observe aujourd'hui liés au changement climatique, il y a notamment le décalage des cycles phénologiques de la vigne. C'est-à-dire ici, j'emprunte un terme à M. Touzard de l'INRA qui nous parle d'une double contrainte, par exemple, au fait qu'aujourd'hui, on a vu que l'augmentation de la température moyenne en France, elle est plutôt de 1,9 degré. Demain, si on se projette à une température moyenne de plus 2 degrés, donc plus, voire même plus en France, ça, combiné au fait que les périodes critiques, par exemple de la maturation où sortent les raisins, se feront de plus en plus tôt dans l'année, à des périodes de plus en plus chaudes. Et alors du coup, on ne parlera pas forcément d'une augmentation de plus 1,9 ou de 2 degrés, mais cumulé, ça pourrait représenter, ici, vous voyez en orange, dans différents scénarios de temps, plus 4 degrés, voire même plus 7 degrés, au moment où en fait se passent des phases critiques de la vigne. Et ça, c'est une double contrainte qui a un impact drastique sur les qualités œnologiques du vin, par exemple son taux d'alcool, la formation de sucre et l'acidité. D'autres exemples, je dirais, d'impact réel sur la vigne de ce décalage des cycles phénologiques, c'est typiquement ce qu'on voit, on observe un recouvrement progressif entre les périodes de débourrement de la vigne et les périodes en fait, de dernier gel printanier dans les différents vignobles, ici l'Alsace, la Bourgogne et le Champagne. Et on voit que ce recouvrement rend la vigne d'autant plus vulnérable, puisque quand elle a sorti ses fleurs, et du coup, cette période se recouvre avec un risque accru de dernier gel, du coup, qui tuerait la plante, ou en tout cas dans sa formation. Enfin, la vulnérabilité, on peut aussi, en dernier niveau, l'évaluer sur la capacité qu'a un vignoble de s'adapter. Ça peut prendre plusieurs formes. Quels sont mes moyens aujourd'hui en fait, pour faire face et à continuer à développer du vin dans son rendement et dans sa qualité? On a des pratiques préventives qui sont essentiellement à la vigne. On a aussi des pratiques correctrices qui peuvent se faire au chai dans la cuve. Et on a enfin aussi, dans ma marge de manœuvre, des contraintes qui peuvent être réglementaires, mais on a vu aussi commerciales vis-à-vis de l'acceptation, par exemple, du consommateur, de certains goûts qu'il aura, des attentes. Donc tout ça, ça définit aussi la vulnérabilité que va avoir un vignoble face au dérèglement climatique. Ça nous amène aussi à penser que les enjeux d'adaptation, plus que l'atténuation, sont des enjeux qui s'évaluent à l'échelle locale, dans le sens où il y a un vignoble bourguignon ne sera pas affecté de la même manière qu'un autre vignoble français, et à l'échelle de la parcelle, il y a également des variations qui vont en tout cas des variations d'impact qui vont s'observer. Ça, à travers les accompagnements qu'on a pu faire et les entretiens, ce qu'on comprend, c'est que ça nécessite aujourd'hui, pour s'adapter en tant que filière vin, une meilleure connaissance entre la vigne, des liens qui lient la vigne et le climat. Et ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être de stimuler l'impact du changement climatique, alors à différentes échelles. Aujourd'hui, il y a différents outils qui existent pour simuler un climat dans son vignoble à échelle 2030, 2040, 2050, sur des variables telles que les températures extrêmes, minimum, maximum, la pluviométrie, le bilan hydrique. On mentionne Drias Climat, mais aussi Aqueduc, qui est un projet du WRI, qui permet aussi de modéliser, de se projeter demain, à quoi vont ressembler les conditions agronomiques pour moi dans la culture de ma vigne. Au niveau plus micro, on a parlé à des domaines qui utilisent la technologie et le numérique pour développer leur agilité. Là, on parle plus d'une connaissance fine du lien entre le climat et la vigne au niveau de sa parcelle. Et enfin, l'expérimentation, investir dans la recherche et les partenariats avec les institutionnels. Ça, on l'a vu dans nos entretiens, qui sont aussi des moyens aujourd'hui en France. On a la chance d'avoir des moyens subventionnés pour faire ce genre de démarche. Et donc, ici, je prends un exemple d'un domaine qui illustre bien la combinaison de ces facteurs et de ces moyens pour lutter contre, ou en tout cas de s'adapter au changement climatique. C'est les vignerons de Buzet, qui aujourd'hui, eux, ils expérimentent à peu près une trentaine de modalités viticoles pour s'adapter. Ils ont pris un vignoble expérimental qu'ils ont appelé New Age. Ce vignoble, il a 17 hectares.
Et ils expérimentent différentes modalités, comme l'agroforesterie, la mise en place de cépages méditerranéens résistants à la chaleur et à un bilan hydrique plus faible, l'irrigation douce, et on va le voir, des outils numériques. Pour la partie numérique, se sont associés notamment avec deux acteurs, AgroSolutions et Ferme Leader, pour développer des kits technologiques, c'est-à-dire mettre en place des sondes, des dendomètres, des capteurs de flux de sève, qui permettent en fait de mesurer et de suivre des processus naturels de la plante, comme son humectation, son stress hydrique à un moment T, également son activité photosynthétique, on a vu, qui était aujourd'hui critique avec la hausse des températures et l'allongement des journées durant les périodes de maturation. Et in fine, ce qui nous intéresse, c'est pour ce domaine de pouvoir agir au bon niveau, déclencher une irrigation quand c'est nécessaire, mettre de l'ombrage quand c'est nécessaire. Elle complémente ça aussi avec une autre démarche qui peut paraître très avant-gardiste, mais elle utilise aussi des drones pour développer ses propres cartes thermiques de façon très fine à l'échelle de son vignoble. Tout ça sont des moyens aujourd'hui qui sont mis en place, combinés par ce domaine pour faire face au changement climatique qui est à l'œuvre. Ces leviers, de façon assez anecdotique et peut-être rigolote sur cette slide, peuvent se rejoindre, puisqu'on a vu qu'en fait, tous les leviers qu'on a mentionnés jusqu'à maintenant pour atteindre l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique, et on l'a vu avec l'indice de régénération, convergent vers des pratiques qui sont cohérentes l'une avec l'autre. Donc, on voit qu'aussi, c'est le cas dans le cadre de l'adaptation. Développer la résilience de son sol, c'est à la fois un moyen de réduire ses émissions de gaz à effet de serre via l'enherbement, par exemple, de séquestrer du carbone et de devenir plus résilient face à des aléas dont on a mentionné, graduels et ponctuels, que doivent en tout cas faire face la vigne aujourd'hui. Pour finir, je vais finir par quelques recommandations. On l'a bien compris, plus que peut-être tous les autres secteurs, le secteur du vin a besoin de mouvements systémiques. Les initiatives isolées, telles que des domaines avant-gardistes qui auraient fait leur bilan carbone il y a quelques années, ne suffisent pas, et ça nécessite du coup des mouvements coordonnés entre les différents acteurs qui composent aujourd'hui la filière vin. Chaque acteur doit prendre sa responsabilité et surtout envoyer des signaux aux autres pour, in fine, faire changer les règles du jeu, la toile de fond, qui est, par exemple, réglementaire. Mais c'est aux consommateurs, typiquement, de dire ils ont une propension et une acceptation au fait de tester des contenants alternatifs, typiquement, je prends l'exemple du conditionnement, et s'en suivront, in fine, un industriel qui va se dire « Ok, j'ai une filière économique justifiée à aller offrir des verres qui sont, par exemple, avec plus de calcin ou alors d'autres modèles de conditionnement. » Et le distributeur, lui, va commencer aussi, avec cet appel d'air, à expérimenter avec ces nouveaux modèles, puisqu'il va être rassuré par le fait qu'il y a un marché derrière. Tout ça, on le voit vraiment à l'œuvre dans pas mal des chaînes de valeur qu'on peut accompagner, mais ça illustre bien, avec l'exemple du conditionnement, le prérequis systémique à la transition. Je terminerai en disant que si vous avez aimé ce document, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Tout comme tous nos mémos sectoriels, tout le contenu est en open source. N'hésitez pas également si vous avez des questions. On aura quelques minutes après mon intervention pour échanger 5 minutes. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des retours. Vous pouvez aussi contacter tous les différents domaines ou interlocuteurs qu'on aurait mentionnés dans cette étude. Et j'en profite pour remercier encore une fois Florence et Léa qui ont pris de leur temps pour venir nous parler de l'indice de régénération et de pour une agriculture du vivant au global. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Et je laisse la place à d'éventuelles questions si vous en avez. J'ai ouvert les questions-réponses. Je crois que Florence avait posé une question sur le fait que les supports seront en effet disponibles sur le site et le replay de cette séance également. Et je crois que vous n'avez pas forcément... Merci. François, les ombrières photovoltaïques peuvent être donc vues comme un dispositif dit atténuant. C'est une très bonne question. J'ai utilisé cet exemple un peu de façon provocatrice, puisque disons que utiliser aujourd'hui des ombrières, c'est une méthode qui est
je dirais, abordées et envisagées par les acteurs du vin pour réduire l'activité photosynthétique typiquement de la plante ou réduire la contrainte thermique, et qui en même temps, on pourrait se dire, on l'a vu dans l'étape typiquement de vinification, que ce sont des étapes qui consomment de l'énergie. Et si on veut aujourd'hui décarboner notre électricité, alors en France, on a cette spécificité d'avoir un mix électrique très peu carboné, mais cela étant dit, produire de l'énergie renouvelable, que ce soit en autoproduction ou même à réinjecter sur le réseau, c'est quelque chose qui peut rejoindre à l'échelle soit de son domaine, mais aussi atténuation plus globale, contribution nationale à la fourniture d'électricité bas carbone. Donc c'est une très bonne question. Pouvez-vous donner des tendances sur de nouveaux contenants testés? Alors, je ne suis pas un expert aujourd'hui des tendances sur les nouveaux packaging qui existent. En tout cas, ce que je sais, c'est que vous pouvez aller voir ce que les engagements et le plan d'action de Veralia sur leurs perspectives et leur trajectoire à 2030-2050, avec beaucoup de leviers qui vont actionner, mais notamment l'incorporation de beaucoup plus de calcin et de fabrication de verre avec une plus haute teneur de verre recyclé, et surtout, que ce soit le BIVB, mais d'autres, l'allègement des bouteilles en verre qui vont se faire forcément en partenariat avec ces acteurs. Sur les autres modes de packaging, je n'ai pas plus d'infos, et sur la consigne, je pourrais éventuellement, dans le support même sectoriel, vous mettre quelques sources d'acteurs aujourd'hui spécialisés, que ce soit dans le vin ou même dans la bière, qui se positionnent et expérimentent. Vive le pinard, je suis d'accord. Des ressources disponibles ou des initiatives dans d'autres pays grands producteurs de vin comme l'Italie et l'Espagne? C'est une très bonne question, Stéphanie. Moi, de ce que j'ai pu comprendre de mes interactions avec les personnes qui sont mentionnées dans cette étude, c'est que aujourd'hui, l'aspect technologique, typiquement, était beaucoup plus développé dans certains pays, au Chili, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Par exemple, les États-Unis, l'utilisation de certains capteurs et de l'irrigation sont des choses qui étaient beaucoup plus développées. Aujourd'hui, nous, on démarre sur l'irrigation douce, par exemple. Mais je n'ai pas plus d'informations sur des études qui existeraient. Je pense que certains instituts le font bien, mais en France, on a la chance d'avoir l'IFV notamment qui fournit beaucoup de données là-dessus. Est-ce que l'indice de régénération présenté sera calculé différemment en fonction des régions? Alors, je ne suis pas un expert, je pense que je pourrais transmettre la question à Florence et Léa, mais il me semble que sur les différentes variables, l'indice prenait en compte justement quelles étaient les pratiques adjacentes, quelles étaient les pratiques du vignoble au global ou de la région au global sur, par exemple, les phytosanitaires. Je me souviens que Léa avait mentionné ça. Vincent pose la question, a-t-on déjà une idée de la capacité des nouveaux cépages à s'adapter à un climat d'aujourd'hui plus au nord, mais demain dans un scénario SSP5? Je pense qu'il y a... Alors, j'ai lu pas mal de littérature là-dessus, l'INRA sort pas mal de contenu également. Aujourd'hui, l'enjeu, et je répondrai un peu à côté, c'est de se dire, OK, on peut trouver en effet, d'un point de vue matériel végétal et génétique, des moyens de s'adapter. Demain, qu'est-ce que ça demande? Ça demande bien évidemment que la définition de vignoble protégé, d'IGP par exemple, évolue avec cette réalité-là. Et aujourd'hui, c'est plutôt ça qui contraint le secteur, qui n'a pas forcément de vision long terme sur la prise en compte de l'introduction de nouveaux cépages qui seraient plus résistants. Je suis agent commercial dans le vin, je cherche à devenir neutre en carbone. Est-ce que vous accompagnez les indépendants? Formation subsidiaire, je viens de démarrer, donc je n'ai pas forcément beaucoup de moyens pour l'instant. On accompagne essentiellement aujourd'hui des domaines et on privilégie aujourd'hui, alors peut-être que c'est ressorti un peu dans notre discours aujourd'hui, vraiment on encourage l'action collective. On a vu que l'action individuelle et le leadership individuel est remarquable. On a mentionné des domaines qui font des choses remarquables, mais qu'aujourd'hui les leviers sont beaucoup plus systémiques. Donc en effet, Florian, s'il y a quelque chose, en tout cas dans ce que vous voulez faire, qui rejoint cette échelle d'action, bien évidemment, on peut échanger et vous pouvez nous contacter à l'adresse hello@magellan.eco ou sur LinkedIn, évidemment. Grégory, l'allègement des bouteilles est contradictoire avec les exigences du réseau consigne actuellement. Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore une fois une double contrainte sur le fait que la consigne aujourd'hui nécessite de laver les bouteilles et aujourd'hui, les opérateurs qui lavent les bouteilles demandent à ce que ces bouteilles soient potentiellement plus épaisses et plus résistantes aux différents cycles de lavage, aux températures qui leur sont appliquées. Ça, je pense que ça pose le fait qu'il n'y aura pas une seule réponse
au conditionnement. Devra s'adapter également le fait que, par exemple, aujourd'hui, le champagne est toujours dans des bouteilles plus lourdes pour des contraintes de pression. Donc, des leviers différents seront favorisés, je pense, ou à favoriser selon le contexte. Si c'est la consigne, si c'est plutôt l'allègement de la bouteille. En tout cas, ce que je vois, c'est que pour, par exemple, le vignoble bourguignon dont j'ai parlé du plan, le levier d'allègement des bouteilles est celui privilégié, en tout cas à court terme. Quid des vins dits naturels en termes d'impact carbone? Encore une fois, je pense que là, je ne suis pas un expert, mais il faudrait se référer à tout ce qui a été dit sur l'indice de régénération. Les interactions sont complexes au niveau agronomique, mais on a vu qu'il y a des grands drivers sur les pratiques agroécologiques qui sont favorables à la séquestration de carbone, mais à mettre en parallèle évidemment de qu'est-ce qui est fait au niveau mécanisation et intensité de l'énergie qui est utilisée dans les procédés. Donc tout ça s'évalue à la fois via un bilan carbone, mais on l'a vu de façon plus complexe pour prendre des bonnes décisions agronomiques avec des indicateurs comme l'indice de régénération. Je prendrai les dernières questions peut-être avec je vois l'heure. Le rôle des coopératives, c'est très intéressant cette question puisque les vignerons de Buzet que j'ai mentionnés sont une coopérative et se sont engagés. Ils ont pris aujourd'hui le rôle de faciliter la transition pour les viticulteurs qui travaillent pour la coopérative, avec notamment un modèle incitatif, c'est-à-dire qu'ils vont inciter financièrement et en compétences les viticulteurs qui veulent, par exemple, remplacer leur machinerie avec de la machinerie, par exemple, plus efficace en énergie, ou changer de motorisation, ou mettre en place certaines modalités ou itinéraires techniques. Donc, ils vont le subventionner via un modèle incitatif. Et je pense que du coup, les COP et toutes les fédérations interprofessionnelles ont ce rôle de chef d'orchestre à jouer dans la transition, c'est bien évidemment. Y a-t-il des études sur les enjeux business des domaines qui se sont adaptés ou en cours d'adaptation? Je n'ai pas connaissance d'études forcément au même niveau qu'aurait été fait une étude, par exemple, sur la ferme du Bec et Loin en permaculture, sur l'impact économique et le business model. En tout cas, vous pouvez vous rapprocher, je pense, encore une fois, des vignerons de Buzet qui commencent à avoir une bonne vision et un bon historique sur les impacts sur le rendement, notamment, qui est, on le rappelle, un des drivers premiers économiques. Vous n'avez pas cité le monde du champagne qui est précurseur, plus de moyens, excellent positionnement, prix. Tout à fait, peut-être ma faute d'avoir peut-être polarisé le débat sur le BIVB. Et en effet, je vous invite à aller voir ce que fait le CIVB sur ces leviers d'action. Alors, je ne sais pas si le levier prix est forcément le plus gros levier à actionner, mais en tout cas, c'est sûr que ce vignoble est bien évidemment actif sur ces sujets. Je vous invite à aller voir leur feuille de route, qui est évidemment aussi ambitieuse. Merci Yvan pour le rappel. Voilà, j'espère avoir répondu à l'essentiel de vos questions. N'hésitez pas à nous contacter pour des questions supplémentaires. Parlez autour de vous de ce webinaire s'il vous a plu. Et je vous souhaite en tout cas une belle journée, une belle fin de semaine et un très bon week-end.